Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Bonjour et bienvenue à Santé Mag Afrique, votre émission Santé Bien-être. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur l'épilepsie, qui est une maladie chronique caractérisée par la survenue de crises épileptiques. Ces crises traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau. Elles apparaissent sans cause identifiée ou sont liées à une autre affection. Alors, je ne peux dire plus sans le docteur Ilyes Ramouk, infectiologue. Bonjour docteur, comment ça va et surtout comment va la santé? Bonjour Samar, ça va bien, merci et toi? Tranquille. Alors docteur, c'est la deuxième maladie neurologique la plus fréquente après la migraine. Et pourtant, elle reste une maladie méconnue. Donc, est-ce qu'en Afrique, d'abord, avant de parler d'autre chose, est-ce qu'en Afrique, on fait face à un taux élevé d'épilepsie avant d'aller vers c'est quoi une épilepsie et comment elle se présente? Alors malheureusement, c'est bien sûr c'est une maladie très fréquente, relativement sur le plan neurologique. C'est la deuxième maladie la plus fréquente après la migraine. Sauf que c'est pas une maladie, mais c'est une famille de maladies. Et le diagnostic nécessite des moyens dont on ne dispose pas souvent en Afrique. C'est pour ça que la déclaration en Afrique, elle est soit absente, soit très sous-estimée. N'empêche, l'Afrique est, comme tous les continents, est vraiment touchée par cette maladie. Il y en a des millions de personnes qui sont épileptiques en Afrique. Alors on va vous parler de l'épilepsie, ce qu'est l'épilepsie et surtout comment faire face à ces crises qui sont parfois impressionnantes. Alors docteur Ramouk, l'épilepsie c'est quoi l'aspect déjà c'est quoi l'aspect le plus connu, donc la crise généralisée, chute, convulsion. Comment on explique cette méconnaissance alors qu'il existe une journée nationale pour lutter contre l'épilepsie? Mais d'abord, c'est quoi? Alors on va commencer par l'étymologie déjà avec le mot épilepsia qui vient du grec qui veut dire interception ou arrêt soudain. D'accord. Pourquoi? Parce que une épilepsie, ça survient soudainement. Une crise épileptique, ça survient soudainement. C'est pas une pathologie qui survient par exemple après un effort ou après un repas, etc. On est assis, on est tranquille, tof, on fait une crise épileptique. Donc ça vient soudainement, d'où le mot épilepsie. L'autre mot scientifique, c'est mal comicial. Alors c'est quoi? Qui veut dire un déclenchement d'un court-circuit. On va essayer de simplifier pour les auditeurs, parce que même pour les médecins, c'est une question très difficile, l'épilepsie. C'est un court-circuit qui arrive au niveau du cerveau, soit dans tout le cerveau, soit une partie du cerveau. Donc on a un court-circuit, comme en électricité, qui va déclencher une réponse du corps. Donc généralement c'est des secousses musculaires, c'est une raideur musculaire avec des secousses musculaires. Elle peut être généralisée comme elle peut être localisée. Le plus souvent, celle qu'on connaît le plus, c'est la crise tonico-clonique généralisée qu'on va décrire. Et ça va durer en général quelques secondes, voire quelques minutes. C'est ça la crise épileptique. Donc ça survient soudainement. Ça survient, on perd connaissance. Visuellement, ça fait très peur. Surtout quand on connaît pas. On discute avec la personne. Soudainement, elle perd connaissance. Elle se raidit. Elle commence à avoir des secousses musculaires. Ça dure des secondes, mais on dirait que ça dure des heures parce que c'est très impressionnant. Mais après, on va parler des types d'épilepsie et qu'est-ce qu'il faut faire pendant la crise et après. Alors nous avions évoqué au début l'aspect, donc quel est l'aspect le plus connu? Donc on a dit crise généralisée, chute, convulsion. Comment on explique cette méconnaissance alors que voilà, on a tellement de façons dont le corps peut s'exprimer. Donc comment se déclenche une crise d'épilepsie? Est-ce qu'on sait comment naît une épilepsie? Autrement dit, qu'en est-il aussi comment se présentent les symptômes? Est-ce qu'il y a des symptômes très précis, très reconnaissables sur justement plutôt l'épilepsie? Alors, il faut dire que l'épilepsie, elle est connue des centaines d'années avant Jésus-Christ. Ça a été décrit chez les pharaons, ça a été décrit chez les Babyloniens. Bien sûr, on savait pas c'était quoi la cause. Il y a même des causes. On parlait de sorcellerie, on parlait c'est-à-dire de phénomènes paranormaux, parce qu'à l'époque on n'avait pas les moyens. Et jusqu'à maintenant, ça reste un grand mystère, parce que le cerveau humain est un grand mystère. Et même avec tous les moyens d'exploration dont dispose la médecine moderne, parfois on peut poser la question à un neurologue, on lui dit
pourquoi j'ai eu une crise d'épilepsie hier, il vous dit, je sais pas. Pourquoi moi je suis épileptique, mon frère n'est pas épileptique? Donc on a toujours des interrogations par rapport à ce sujet. On a toujours des interrogations. C'est vrai que il y a des crises épileptiques avec des causes bien précises. Par exemple, je fais un traumatisme crânien, donc je tombe sur la tête, je fais une crise épileptique, c'est normal parce que le cerveau a été excité, il fait une décharge, c'est normal. Je fais un AVC. Je guéris de l'AVC, mais il reste une collection de sang au niveau du cerveau. Et parmi les séquelles de l'AVC, je vais avoir une épilepsie. Ça, on connaît la cause. Mais surtout chez les enfants, pourquoi il y a des bébés, quand ils arrivent à 39 degrés de fièvre, ils font une crise convulsive, alors qu'il y a d'autres bébés qui font du 41, du 40 degrés, ils font pas de crise épileptique. On ne sait pas beaucoup de choses. Sûrement, il y a une cause génétique, ça c'est clair, il y a des causes héréditaires. Il y a beaucoup de mamans qui disent « Mon grand enfant, quand il était petit, il a fait une crise convulsive. Son petit frère, il fait la même chose. » Il y a sûrement des causes héréditaires, il y a des causes métaboliques, mais il y a des causes qui sont complètement inconnues. Maintenant, en ce qui concerne les symptômes, il y a des épilepsies partielles, où on a juste un membre qui va bouger. On a ce qu'on appelle des absences. Ça, c'est vraiment difficile à diagnostiquer. Ça survient surtout chez les enfants. C'est quoi une absence? C'est un enfant qui reste figé pendant quelques secondes. Une méconnaissance. Il reste figé. Il a les yeux ouverts. Il change pas de position pendant quelques secondes. On a dit qu'il y a aussi parfois une perte de mémoire, ou plutôt on oublie tout ce qui s'est passé pendant ce moment. Oui, parce que il y a c'est ça le mot absence. L'enfant, il est complètement absent pendant quelques secondes, ça peut aller jusqu'à 1 minute, 2 minutes, et comme s'il dort, mais il a les yeux ouverts, il est là, mais son cerveau n'est pas là. Après, quand il revient, il se souvient pas de ce qui s'est passé. Si le prof était en train de parler, il n'a pas écouté. S'il était en train d'écrire, il se rend compte qu'il s'est arrêté d'écrire, donc c'est une absence. Et ça, c'est considéré comme une épilepsie. C'est pas l'épilepsie que tout le monde connaît, ce qu'on appelle la crise tonico-clonique généralisée. C'est vrai que c'est la forme la plus fréquente, c'est celle qu'on a tous vue chez une personne dans la rue ou chez notre famille. C'est quoi une crise tonico-clonique généralisée? C'est une personne, soudainement, qui perd connaissance, qui se raidit. Ça, c'est la première phase. On se raidit. On a les muscles qui deviennent raides. Et puis, il y a la deuxième phase, c'est les secousses musculaires. Le patient, et je vous invite à voir sur des vidéos sur Internet, notamment sur YouTube, une crise convulsive. Là, on va voir la personne qui va... C'est pas un tremblement parce que c'est plus ample que ça. C'est des secousses musculaires. La personne est immobile, elle a la mâchoire serrée, elle a des secousses musculaires et elle est raide. Ça peut durer quelques secondes, ça peut durer quelques minutes. Et puis, la troisième phase, c'est la phase de relâchement. Là, la personne, généralement, elle dort, elle est consciente, elle respire bruyamment. Pourquoi? Parce que il y avait des secousses musculaires, il y a un encombrement bronchique, c'est une respiration très bruyante. La personne est complètement relâchée. C'est pour ça que à la fin, on va trouver la personne qui s'est pissée dessus. Donc elle a uriné parce qu'il y a un relâchement complet. Et parfois, on retrouve aussi la morsure de la langue. Pendant la phase de raideur, on peut se mordre la langue. Et ce sont des signes de diagnostic rétrospectif. Là, quand il y a le médecin, il va venir, il va trouver la crise qui est déjà terminée. Il n'y a pas de contracture, il n'y a pas de raideur, mais qu'est-ce qu'il va remarquer? La personne s'est peut-être mordu la langue, elle a uriné dessus, donc là, on sait que la personne elle a fait une crise épileptique. C'est la suite de la crise. Après, on est fatigué pendant quelques heures. Ça, c'est la crise, c'est-à-dire cliniquement, c'est la crise typique tonico-clonique généralisée et qu'on retrouve souvent dans la rue, une personne qui marche normalement ou qui parle ou qui mange et tout d'un coup, le côté brusque, elle fait une crise convulsive. D'accord, vous aviez cité le facteur génétique, mais est-ce qu'il y a des personnes à risque plus que d'autres? Alors, c'est vrai que c'est pas bien élucidé. Il y a des formes familiales d'épilepsie. Donc il y a plusieurs membres de la même famille qui sont épileptiques. Et là, on est sûr qu'il y a une cause génétique. Il y a l'exposition prénatale à l'alcool. Ça, c'est avéré. Une femme enceinte qui consomme de l'alcool, son enfant risque beaucoup de problèmes et notamment le risque augmenté d'être épileptique. Alors, faut pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas parce qu'une femme enceinte elle prend de l'alcool, son fils il va devenir épileptique. Mais le risque il va
augmenter. Il y a la fièvre chez les nourrissons. Les moins de 2 ans, ça peut aller même jusqu'à 3, 4, 5 ans. Quand la température monte brusquement, le cerveau va faire une décharge, donc il est influencé, il va faire une décharge, et ce qu'on appelle une convulsion fébrile. C'est très fréquent en pédiatrie, c'est très impressionnant. Donc vous imaginez une maman qui va voir son nourrisson faire une crise convulsive pendant plusieurs secondes. C'est souvent bénin. C'est dû à l'immaturité du cerveau qui est très sensible à la fièvre, pas à la température, mais c'est surtout à la variation rapide. C'est-à-dire la montée rapide. Il est à 37, en quelques minutes il est à 40 par exemple, il va faire une convulsion fébrile. Ce qu'il faut faire, je pense qu'on va directement parler de la prise en charge parce que je sais que ça concerne beaucoup de mamans qui sont beaucoup inquiètes quand elles voient leur bébé convulsé. Ce qu'il faut faire, c'est tenir l'enfant. Il ne faut pas essayer d'empêcher la crise. Rien n'empêche, c'est-à-dire va déclencher la fin de la crise. Il faut juste tenir l'enfant pour qu'il ne tombe pas du lit, pour qu'il se blesse pas. On va attendre quelques secondes, on va caresser l'enfant doucement. À la fin de la crise, on va mettre l'enfant en position latérale de sécurité pour qu'il respire mieux, parce que en faisant la crise, parfois on respire pas. Donc après, on est très essoufflé. Et on va essayer de baisser la température progressivement. Un bébé ce n'est jamais bon pour lui que la température monte rapidement ou que ça descende rapidement aussi. C'est pas bon pour le cerveau. Il faut pas mettre de la glace. Il faut juste déshabiller le bébé, mettre une serviette mouillée, pas fraîche, une serviette juste mouillée avec de l'eau tiède sur le ventre, mettre un suppôt de paracétamol et surveiller l'enfant. Le plus souvent, c'est bénin, c'est pas grave une convulsion fébrile dans 90% des cas. Maintenant, si la convulsion, elle dure plus de 5 minutes, il faut aller en urgence parce que là, ça devient véritablement une urgence. Donc, est-ce qu'on sait vraiment d'où elles viennent ces crises dans quelques cas, parce que dans la majorité des cas, je pense que la réponse a souvent été on ne sait pas. Oui, c'est très difficile. Il y a des crises occasionnelles secondaires. Secondaire, ça veut dire on a pu identifier une cause. Par exemple, une hypoglycémie. Quand on a une baisse du sucre dans le sang assez rapide, assez importante, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on a? On commence à perdre un peu connaissance, on transpire, on tremble. Ce sont les signes d'une hypoglycémie, surtout chez les personnes qui sont sous insuline et qui surdosent l'insuline ou qui mangent pas. Maintenant, dans les cas les plus graves, quand la glycémie elle baisse d'une manière très importante, on peut faire des convulsions. Les troubles ioniques, tout ce qui est hypocalcémie, c'est-à-dire diminution du calcium dans le sang, l'hyponatrémie, diminution du sodium dans le sang, l'alcoolisme, l'ivresse aiguë peut donner aussi des crises convulsives. Au contraire, le sevrage alcoolique rapide peut donner aussi. Certains médicaments, quand on fait une surdosage, notamment la théophiline qui est utilisée pour le traitement des crises d'asthme, peuvent donner des crises convulsives. Il y a aussi les complications d'une tumeur cérébrale. Par exemple, un adulte qui n'a jamais fait de crise épileptique et qui tout d'un coup commence à faire des crises épileptiques, il faudrait explorer parce que parfois on trouve une tumeur cérébrale, un accident vasculaire cérébral, les infections. Les méningites, par exemple, quand elles sont accompagnées d'une convulsion, on appelle ça une méningo-encéphalite. Que ce soit viral, que ce soit bactérien, que ce soit parasitaire, que ce soit un champignon. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de causes qui peuvent donner des crises convulsives et des épilepsies. Mais il y a parfois, on explore, on fait tout ce qu'il faut et on trouve aucune cause. Et là, généralement, c'est génétique, c'est héréditaire. D'accord. Donc, docteur, est-ce qu'une personne qui n'est pas épileptique peut déclencher subitement une crise, on va dire, occasionnelle ou plutôt atteindre, peut-être dans d'autres cas, cette maladie à un âge avancé? Est-ce qu'on peut l'atteindre à un âge avancé et est-ce qu'on peut tomber dans, avoir cette crise même si on n'est pas épileptique? Alors, c'est une très bonne question. En général, c'est l'enfant qui fait l'épilepsie. Ça se déclenche pendant l'enfance. Voilà. Vers 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et généralement, dans la majorité des cas, ça disparaît ou ça s'atténue à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que le cerveau a terminé son évolution, il est mature, il est moins fragile. On n'est plus enfant, il y a d'autres habitudes. On est moins fragile. Voilà. On est moins fragile. Maintenant, l'épilepsie est tellement une maladie complexe qu'il y a des personnes épileptiques qui font une crise par an.
qui peuvent rester des années sans faire de crise. Ils peuvent rester 3 ans. Et ça peut ressurgir. Et ça peut ressurgir. Pourquoi? Parce que parfois il y a des causes déclenchantes. C'est comme la migraine. Il y a des migraineux qui font une crise par mois, il y a des migraineux qui font une crise chaque 2 ans ou 3 ans. Il y a aussi la qualité de vie qui va influencer l'apparition des crises. Par exemple, le manque de sommeil, le stress physique, le stress psychique, parfois la consommation de thé, de café, d'excitants. Et là, ça stimule le cerveau qui va déclencher une crise convulsive. Mais c'est une maladie tellement compliquée que le neurologue, parce que c'est le médecin responsable du diagnostic et de la prise en charge de l'épilepsie, parfois il va prendre plusieurs mois pour définir quel est le traitement idéal pour telle personne qui est différent d'une telle personne. Il y a des personnes qui restent des années sans faire de crise convulsive et on va arrêter le traitement. On va se dire, c'est comme un hypertendu qui a une tension normale, on peut arrêter le traitement, mais il n'est pas à l'abri d'une résurgence. Maintenant, j'ai dit que ça apparaît souvent pendant l'enfance, mais une crise convulsive qui apparaît à l'âge adulte, il faut l'explorer. C'est pas normal un adulte qui devient épileptique, c'est-à-dire à l'âge adulte. C'est possible, mais il faut explorer. C'est peut-être rare. C'est rare, il faut explorer, c'est-à-dire je vais chez le neurologue, peut-être que j'ai un diabète qui est mal équilibré, peut-être c'est un choc émotif, parce qu'on oublie toujours le côté psychologique. Un choc émotif, ça peut déclencher. Peut-être la personne malheureusement fait une tumeur du cerveau ou un autre problème. Un enfant, c'est habituel. Un adulte qui déclenche pour la première fois une crise, il faut explorer. Et parfois ça revient, c'est-à-dire RAS, il n'y a rien à signaler. C'est juste une épilepsie. Mais parfois on va découvrir autre chose. Et quand on parle de découverte et d'exploration, donc comment s'établit le diagnostic? Est-ce que c'est facile ou c'est compliqué? Alors ça peut être facile si la crise est, c'est ce que j'ai décrit, c'est-à-dire une crise évidente, typique, la crise tonico-clonique généralisée. Il y a surtout l'entourage du patient qui va parler au médecin, il va dire j'ai vu mon frère, j'ai vu mon fils, j'ai vu mon père, il nous parlait, après il s'est raidi, il commence à faire des secousses musculaires, il s'est mordu la langue, il a uriné sur lui. Là c'est évident, là c'est une crise épileptique le diagnostic est fait. Pour les crises partielles, on a juste un membre qui fait des secousses ou bien les absences, c'est plus délicat, c'est plus l'instituteur ou l'institutrice qui va appeler les parents, elle leur dit votre fils, de temps en temps il est absent, de temps en temps il écrit, il s'arrête. Et là, c'est le neurologue qui va faire le diagnostic. L'interrogatoire, c'est très important parce qu'on va demander aux parents, à l'entourage, comment était la crise, combien elle a duré, est-ce que c'est fréquent, c'est pas fréquent, etc. Après, ce qu'il faut faire, on va explorer, surtout chez l'adulte. On va explorer, faire des radios, le scanner ou la tomodensitométrie, l'IRM, et l'examen clé, c'est l'électrophysiologie. C'est comme pour l'ECG pour le cœur, l'électrocardiogramme, on a l'EEG pour le cerveau, l'électroencéphalogramme. C'est un petit casque qu'on met sur la tête et qui va enregistrer l'activité électrique du cerveau. Lui, si en pleine crise, on peut avoir un EEG, il va nous donner directement c'est une épilepsie, voilà le siège, etc. Ça fait partie de la surveillance, mais le plus souvent, le diagnostic est fait à l'interrogatoire, parce qu'à l'examen, on va rien trouver. Après la crise, le patient, il n'a aucun signe neurologique, c'est-à-dire la crise est partie, il n'y a plus de symptômes. Maintenant, chez l'adulte, il faut faire très attention. Un enfant qui fait une crise d'épilepsie, surtout si sa famille ils ont des membres épileptiques, généralement l'interrogatoire, l'examen clinique, on surveille. Un adulte qui fait pour la première fois une crise épileptique, il faut toujours explorer un scanner, une IRM, un EEG. Après, on va décider de la prise en charge. D'accord, nous avions parlé de la prise en charge de l'enfant, mais parlons de la prise en charge médicale de l'épilepsie dans notre continent, l'Afrique, donc les modalités thérapeutiques entre différents pays d'Afrique. Et puis, quels sont les enjeux de la prise en charge dans notre continent, l'Afrique ? Alors malheureusement, dans notre continent, il y a une disparité entre les pays, même dans les régions. J'ai parlé de scanner, j'ai parlé d'IRM, j'ai parlé d'EEG. C'est des examens qui peuvent être absents dans certaines régions, dans plusieurs pays africains.
C'est pour ça que nous, Africains, on est très forts dans la clinique, parce il y a un manque de moyens d'exploration, donc on fait toujours l'examen clinique, l'interrogatoire, etc. Mais dans l'épilepsie, malheureusement, c'est une maladie qui nécessite beaucoup de moyens pour explorer, parce que la prise en charge, elle est adaptée aux personnes. Il n'y a pas une prise en charge universelle. Un enfant, c'est pas comme un adulte. Un adulte qui a un AVC ou une tumeur, la prise en charge, elle est encore plus difficile. Un adulte ou un enfant qui fait une crise chaque 3 ou 6 mois n'est pas pris en charge comme une personne qui fait une crise chaque mois. Donc, chaque patient a un profil bien particulier. On a besoin de temps de passer avec le patient, d'explorer, de donner des médicaments. La prise en charge est très difficile en Afrique par manque de moyens dans certains pays. Et il y a aussi le problème culturel, parce qu'il y a certaines régions en Afrique qui pensent toujours que c'est du surnaturel. Un enfant qui fait une crise convulsive, on va penser à des esprits ou à un phénomène paranormal, etc. Alors que c'est un phénomène médical. Ça existait. On est resté un petit peu dans les premières idées. Ça existait en Europe, pour ne pas jeter toujours la pierre aux Africains. En Europe, pendant le Moyen Âge, on disait cette personne, il pense pas à une maladie, il pense à un problème, phénomène surnaturel, etc. Ça fait partie de la culture des pays, mais ça reste quand même la santé du patient. Il faudrait passer outre ça et explorer chez un médecin. Et bien sûr, les États doivent donner plus de moyens pour le diagnostic de l'épilepsie. Et vu la prise en charge, l'état de la prise en charge qui est maintenant compliqué, parlons alors de la prévention. Comment prévenir de choper tout ce qui a un rapport avec une épilepsie? Alors, on peut pas prévenir l'épilepsie parce que c'est une maladie. Ça surgit avec nous depuis l'enfance. Voilà, c'est une maladie génétique, souvent génétique. Et quand on l'a, est-ce qu'il y a quelque chose à manger pour l'atténuer un petit peu, un système à suivre? C'est une bonne question parce que chaque personne a ses facteurs déclenchants. Il y a des personnes même qui sentent la crise venir. C'est ce qu'on appelle des prodromes. C'est comme pour la migraine. Comme pour la migraine. Je travaille, je me dis, là je sens que la migraine va venir. Il y a des gens qui sentent un peu l'épilepsie. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui font une crise quand ils sont très fatigués, surmenés, qui sont stressés. Quand ils font un stress extrême, ça se déclenche. Donc ces personnes-là doivent jouer sur ça. S'ils sont stressés, il faut faire une activité physique pour déstresser, il faut faire des exercices respiratoires pour déstresser, il faut dormir, je dirais pas suffisamment, mais avoir un sommeil de bonne qualité. On peut dormir 6 heures et avoir un sommeil de bonne qualité, on peut dormir pendant 10 heures et se réveiller plusieurs fois et on est fatigué. Donc il faut jouer sur ça. On ne peut pas prévenir la crise, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle vient, c'est comme un tremblement de terre. On ne peut pas dire dans 15 jours je vais faire une crise, ça c'est impossible. Ce qu'il faut faire, ça dépend de la personne, elle va se connaître elle-même. Si je fais une crise quand j'ai un stress important, il faut jouer sur ça, il faut déstresser, il faut bien manger, il faut éviter les habitudes toxiques, tout ce qui est alcool, drogue, etc. parce que ça excite le cerveau. Et quand le cerveau est excité, chez certaines personnes, il va déclencher la crise épileptique. Bien sûr, si on est épileptique, il faut faire un suivi chez un neurologue, un médecin spécialiste en maladies neurologiques, parce que pourquoi? Il va nous suivre, surtout pendant l'enfance. Il peut modifier le traitement. Parce que chez certaines personnes qui font beaucoup de crises, on va les mettre sous traitement. C'est un traitement préventif, qui va soit annuler les crises, soit au moins réduire, les atténuer ou réduire leur fréquence. Et puis, on va juguler. C'est comme pour le traitement de l'hypertension artérielle. Il y a des personnes qui sont sous une molécule, sous 2 molécules, sous 3 molécules. C'est la même chose. Donc, c'est le médecin qui va suivre le patient. Si le patient a fait plus d'une année qui n'a pas fait de crise convulsive, on peut réduire les médicaments. On va diminuer. Donc, le suivi, c'est ça le suivi et la prévention. Maintenant, moi, ce que je voudrais faire passer à nos auditeurs, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la crise. Ça, c'est très important parce que parfois, il y a des attitudes qui sont complètement à côté. Est-ce qu'on parle de la personne elle-même qui a une crise ou la personne qui est à côté de... La personne qui est à côté. Parce que la personne qui est en crise, elle est inconsciente. Elle est inconsciente. Elle sait même pas ce qui se passe. C'est ce que je voulais comprendre. Elle va se réveiller quelques minutes après, elle sait pas ce qui s'est passé. Elle sait même pas, oui. Donc c'est l'entourage, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les collègues de boulot, que ce soit les gens dans la rue. Ouais. Donc ce qu'il faut faire, premièrement, il faut rien mettre dans la bouche.
Parce que parfois on se dit attention, il va mordre la langue, il va avaler sa langue, il faut mettre je sais pas moi, un bout de bois ou un cahier ou quelque chose dans la... Il faut rien mettre dans la bouche parce que la personne risque d'ingérer ça et de mourir. Ce qu'il faut faire, il faut pas essayer d'arrêter la crise. C'est-à-dire la personne a fait des secousses et on la tient. Ça sert à rien. La crise, elle est là. Il faut juste surveiller la personne si elle est par exemple sur une chaise ou sur une... c'est-à-dire sur quelque chose de haut pour qu'elle ne tombe pas, pour qu'elle ne se blesse pas. Il faut la mettre la personne sur le sol, juste tenir la personne. Tenir la personne une fois et on attend la crise. Si la crise, elle dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, elle va, dans la 90% des cas, elle va s'arrêter en elle-même. Mais la personne, elle va rester soit inconsciente, soit dans les vapes. Ce qu'il faut faire, il faut mettre la personne en position latérale de sécurité, ce qu'on appelle PLS. C'est-à-dire la mettre sur le côté gauche, pas sur le dos, sur le côté gauche, la laisser respirer. Si elle porte une chemise fermée, il faut ouvrir la chemise, une cravate, il faut enlever la cravate pour permettre à la personne de bien respirer. Si la crise, par contre, dure plus de 5 minutes, il faut appeler le secours, il faut la transporter... si ça dure plus de 5 minutes. Plus de 5 minutes. Parce que là, on risque ce qu'on appelle l'état de mal épileptique. L'état de mal épileptique, c'est quoi? C'est ce qu'on redoute, nous, les médecins. C'est soit la crise qui dure, qui s'arrête pas, soit c'est des crises qui sont répétées, c'est-à-dire la personne, elle se réveille pendant 5 minutes, 10 minutes, et elle fait une crise, elle refait. Là, c'est un état de mal épileptique, c'est une prise en charge en réanimation. Là, on va mettre un respirateur, on va mettre des médicaments. Et ça, là, ça devient... Mais en général, ça dure moins de 5 minutes. Il faut juste accompagner la personne. Et bien sûr, quand elle se réveille, on va lui expliquer doucement qu'elle a fait une crise épileptique, que tout va bien, etc. Pour les bébés qui font une convulsion fébrile, parce que c'est très fréquent. Ce qu'il faut faire, il faut pas paniquer. Il faut pas prendre son bébé, courir, prendre la voiture, aller aux urgences. Ça, c'est fréquent et le plus souvent, c'est bénin et ça disparaît en général avec l'âge. Il faut juste tenir son bébé pour qu'il ne tombe pas, c'est-à-dire tenir pendant la crise. Une fois réveillé, on le met, c'est la même chose, sur la position latérale gauche. On essaie de diminuer la fièvre progressivement. Maintenant, c'est la même chose. Si ça dure pendant plus de 5 minutes, on va le prendre aux urgences. Là, on va traiter. Là, je passe au traitement. Donc, c'est les traitements de l'urgence pour casser la crise. C'est les benzodiazépines, ou qu'on appelle le Valium, par exemple. C'est soit en intraveineux, si on n'arrive pas en intraveineux, en intrarectal, donc par l'anus, que ce soit chez l'adulte ou l'enfant. Et là, on va casser immédiatement la crise. Ça, c'est le traitement de la crise. Mais en général, ça dure moins de 5 minutes et on récupère. Il faut juste éviter les accidents, que la personne tombe ou se blesse, etc. Heureusement, il y a toujours le traitement, il y a toujours la médecine. Donc, en tout cas, si vous aviez ces symptômes, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin. Et si vous venez de nous rejoindre, eh ben, cette émission n'est pas ratée. Elle est sur nos réseaux sociaux et sur notre application Ifriqi FM disponible sur WhatsApp. Bonne écoute avec le reste de nos programmes. Prenez soin de votre santé et de votre communauté. Au plaisir de vous retrouver mercredi prochain, même heure, même station.